Bienvenue à tous. Merci de vous être connectés pour participer à ce dernier webinaire qui porte sur la comptabilité et la stratégie carbone des PME. Donc pour ceux qui ont déjà suivi, on a eu un premier webinaire sur ce sujet en 2018 pour présenter le contexte du projet de recherche. Ensuite, au tout début du confinement, le 17 mars, nous avons réalisé un deuxième webinaire destiné à présenter des rapports techniques à destination des dirigeants, des chargés environnement, développement durable des entreprises, pour concrètement présenter les résultats qu'on a pu tirer de cette expérience de recherche quant à la mise en place d'une démarche de transition bas carbone au sein des PME, que ce soit pour initier la démarche ou pour comprendre les tenants et les aboutissants pour la mettre en place. Alors, au sommaire de ce webinaire, donc une brève présentation du projet de recherche avec quelques mots de l'ADEME qui est financeur de ce projet. Ensuite, Delphine Gibassier va vous présenter les pratiques de comptabilité environnementale et carbone dans les PME. Delphine qui est, je le rappelle, coordinatrice du projet. Ensuite, nous allons avoir Tiffaine Jérôme, également chercheuse, qui va nous présenter les déterminants de la quantification et de l'action carbone au sein des PME. Et pour la dernière partie, je vais devoir prêter ma voix à la présentation de Mélodie Cartel pour présenter les business models bas carbone. Ensuite, nous vous offrirons une session de questions-réponses auxquelles les chercheuses pourront répondre. Donc, je vous invite au cours des différentes présentations à écrire vos questions via le chat. Donc, dans la mesure du possible, si vous pouviez maintenir vos micros mutés pour avoir une bonne qualité d'enregistrement. Je le rappelle que ce webinaire est enregistré et qui sera donc disponible en replay sous peu. Donc voilà, de préférence, utilisez le chat pour poser vos questions et nous y répondrons durant cette session. Alors, la présentation du projet de recherche. Donc, ce fameux projet de recherche qui porte sur la comptabilité et la stratégie carbone des PME a été lancé en 2016, donc qui a duré 3 ans. Donc, avant de vous présenter plus précisément le contexte en lui-même, comme je vous le disais, c'est un projet qui a été financé par l'ADEME. Je vais donner la parole à Édouard Fourdrin, qui va pouvoir vous introduire rapidement les projets de recherche de l'ADEME. Alors, Édouard, je ne sais pas si tu es connecté. Bonjour, je suis là. Est-ce que vous Yes, m'entendez bien? voilà. Très bien, je coupe mon micro Super, et je te laisse la parole. super. Merci Jouariatou pour cette introduction. Donc oui, merci pour aussi l'invitation. Voilà, c'est juste, je vais faire une très courte introduction pour contextualiser ce projet de recherche sur la comptabilité et la stratégie carbone des PME par rapport au projet de recherche qu'on avait initié en 2016 sur ce sujet-là. Et comme ça a été évoqué, c'est effectivement un des projets qu'on avait décidé de financer en partie suite au lancement de cet appel à projet recherche. Il faut savoir effectivement que l'ADEME a l'habitude de lancer des appels à projets recherche sur différents sujets qui nous intéressent pour faire émerger de nouvelles thématiques. Et du coup, en 2016, nous avions décidé effectivement de lancer un appel à projet recherche sur la stratégie carbone des organisations. Pourquoi on l'avait lancé du coup en 2016 sur ce sujet-là? En fait, on avait commencé à discuter, on avait organisé en 2015 avec les mines Parité, avec les mines de Nantes, un séminaire scientifique sur l'empreinte carbone. Et on avait fait plusieurs constats pendant ce séminaire scientifique sur l'empreinte carbone. Le premier, c'est que les sujets techniques, les sectoriels associés à la comptabilité carbone étaient déjà couverts par les travaux de recherche. Le deuxième, c'est que les référentiels, les normes et les méthodes de quantification des émissions de GS des organisations étaient connus et cohérents. Donc ça, c'était plutôt des constats positifs. Par contre, le constat qu'on avait fait, c'est que la connaissance et la compréhension des pratiques et des effets de l'utilisation de la comptabilité carbone et plus généralement des stratégies carbone des organisations sur les organisations elles-mêmes, leurs écosystèmes et sur l'économie, voilà, c'était des choses qui étaient à développer, à travailler.
Et c'est la raison pour laquelle, du coup, on avait initié en 2016 cet appel à projet recherche sur les stratégies carbone, dont l'objectif était de faire émerger des nouveaux sujets sur cette thématique-là et d'animer, d'orienter une comité scientifique sur la question de la stratégie carbone des organisations. Donc, il y avait deux axes de recherche sur cet appel à projet recherche. Le premier, c'était de travailler sur des vulnérabilités et des opportunités carbone des échanges commerciaux et travailler sur la proposition de politiques publiques cohérentes pour réduire l'empreinte carbone de la demande finale. Ça, c'était le premier axe. Et le deuxième axe de l'appel à projet recherche, c'était de travailler sur des pratiques existantes et émergentes de la comptabilité carbone et des stratégies carbone dans les organisations et de leurs impacts sur l'écosystème d'affaires des organisations étudiées. Et donc, ce projet-là, mené du coup par l'équipe projet, sur la comptabilité carbone et la stratégie carbone des PME s'inscrivait bien dans ce deuxième axe de notre appel à projet recherche. Donc on a financé ce projet-là. On est ravi du coup d'avoir pu le financer. Depuis, on a lancé aussi un nouvel appel à projet recherche, c'était l'année dernière, sur la finance et le climat. Mais voilà, je ne vais pas du coup empiéter sur les présentations de ce projet et du coup je vais laisser la parole à l'équipe projet pour vous présenter du coup les résultats de leurs travaux de recherche. Et puis juste, je vous prie de m'excuser d'avance puisque je devrais vous quitter en cours des réunions puisque j'aurai une autre réunion en parallèle qui commencera dans quelques temps. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et j'espère que du coup ça sera très intéressant et très enrichissant pour vous. Merci beaucoup, Edouard. Voilà, comme il vous a pu vous l'introduire, cet axe de recherche a tout de même été ciblé sur les PME. Pourquoi les PME? Les PME ont des spécificités en tant qu'organisation, à savoir l'ancrage territorial, mais également leur poids dans le tissu économique français. Il faut savoir qu'il y a plus de 4 millions de PME qui représentent, si on ne compte pas les micro-entreprises, à peu près 99% des organisations, enfin des entreprises françaises. Et enfin, c'est également une cible qui ne fait pas l'objet des réglementations, enfin qui n'est pas visée directement par les réglementations, du moins du point de vue carbone. Alors, les travaux de recherche, comment est-ce que cela s'est passé? Pour se dire, bon, on va commencer par étudier la comptabilité carbone au sein des PME. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi, quel est l'intérêt de faire ce projet de recherche? Tout d'abord, ça nous permet de voir est-ce que il y a une comptabilité carbone au sein de ces organisations ou pas, bien qu'elles ne soient pas ciblées par les réglementations, mais également de voir quels outils potentiellement sont utilisés pour faire cette comptabilité. Donc, typiquement, est-ce que le bilan carbone, qui a été la méthodologie développée au niveau français pendant plus d'une quinzaine d'années, est-ce que cet outil-là peut être utilisé comme outil de gestion par des PME? Mais également, comment est-ce que cette comptabilité se pratique au niveau des organisations? Quelle place est-ce que la comptabilité occupe dans l'organisation, dans une stratégie particulière de l'organisation? Mais également, et finalement, en introduisant le sujet de la comptabilité carbone, on va finir par s'intéresser à la stratégie de l'organisation, mais aussi à son business model dans un point de vue plus global, puisque le business model va impacter de fait la stratégie, surtout si elle inclut des critères carbone. Donc, comment sont élaborés ces business models bas carbone, par des PME particulièrement? Et pour répondre à tout ça, il faut prendre en compte un environnement qui va inclure des parties prenantes de l'entreprise, mais également les parties prenantes externes, des spécificités selon les branches d'activité, des rôles qui vont être attribués en fonction des différents métiers pour pouvoir être un facteur motivant dans la prise en compte de la comptabilité carbone. Mais bien entendu, il existe également des freins qui amènent aussi à les contrebalancer par rapport à ces facteurs de motivation. Donc, comment s'est passée la méthodologie de recherche? Il y a eu 3 types de collecte de données à travers des questionnaires d'une part, qui vont cibler différentes populations, soit l'ensemble des PME, soit des PME engagées, ou soit des PME spécifiquement formées au bilan carbone. Ces questionnaires-là ont été complétés par des entretiens, ou alors il y a eu également d'autres entretiens à part hors questionnaire.
Donc c'est une autre source de données dont on peut tirer pas mal d'informations qui ne seraient pas accessibles uniquement via les questionnaires. Et pour compléter cela et aller plus dans la pratique, des études de terrain. Donc sur des, pardon, au niveau d'entreprises volontaires, spécifiques, pour bien comprendre comment est-ce qu'elles ont pu en arriver là. Donc, comme l'a rappelé Edouard, ce projet de recherche a été mené par une équipe transdisciplinaire. Il faut savoir qu'il était important et très pertinent d'allier différentes disciplines pour mener ce projet. Donc, nous avons des chercheurs en gestion, en comptabilité environnementale et en comptabilité carbone, mais également des experts, alors que ce soit des bureaux d'études tels que Eco2 Initiative et E6 Consulting et l'ABC qui ont contribué à former cette équipe transdisciplinaire pour mener à bien ce projet de recherche. Donc, au niveau des chercheurs, bien entendu, des articles ont été rédigés ainsi que des chapitres d'ouvrages. Et au niveau des experts carbone, donc ce qu'on appelle les experts, c'est-à-dire les bureaux d'études et l'ABC, des rapports techniques destinés aux praticiens, donc directement adressés aux entreprises, aux dirigeants, aux chargés environnement, développement durable et aux d'autres corps de métiers qui existent dans les entreprises pour avoir une vulgarisation des résultats de la recherche qu'on a pu avoir. Alors après cette courte introduction, je vais passer la parole à Delphine Gibassier qui va vous présenter la première partie qui traite des pratiques de comptabilité environnementale et carbone dans les PME. Delphine, je te donne la parole. Alors, bonjour à tous, merci de vous être connectés très nombreux dans des conditions très particulières. Donc ce webinaire clôture le projet de recherche de 3 ans qu'on a mené avec donc 7 personnes et plus en fait, puisqu'on a été très épaulés par un certain nombre d'assistants de recherche et puis aussi l'équipe de l'ABC dans son ensemble. Donc je vais vous parler un petit peu de comptabilité environnementale et plus particulièrement carbone dans les PME. Donc la partie qualitative de la recherche qui a cherché à comprendre comment ça se passait, le comment en interne. Donc on a répondu aux questions que l'ADEME nous avait posées à travers l'appel à projet recherche. Très généralement, c'était quelles sont les pratiques de comptabilité environnementale et de comptabilité carbone, et plus précisément, la place occupée par la comptabilité carbone, les outils, les circuits de formation en interne, comment les informations étaient recueillies et mobilisées, et ensuite le rôle des différents métiers dans l'utilisation de ces données en interne. Donc on a, tu peux passer, je voyais tout sur la slide suivante, on a pu réaliser une collecte de données autour de 2 études de cas principales et des entretiens complémentaires qui nous a permis d'avoir 31 entretiens réalisés avec des tailles de PME allant de 15 à environ 200 salariés, donc y compris des PME relativement petites jusqu'à des PME qui frôlaient l'ETI. Dans les secteurs de cosmétiques, agroalimentaire et plastique. Alors, on a étudié tout d'abord les déclencheurs des démarches en essayant de comprendre pourquoi les PME se mettaient à faire de la comptabilité environnementale et carbone. Donc, j'ai séparé la RSE en général et le carbone plus particulièrement parce qu'on a noté qu'il y avait des petites différences d'influence. Dans le cadre d'une démarche RSE plus globale, on a 4 rôles d'influenceurs. Le dirigeant, très clairement, dans beaucoup des cas qu'on a pu étudier, sont des personnes qui, généralement, drive la mise en place d'une démarche RSE et souvent de manière très poussée. En interne, toujours, les salariés sont des demandeurs extrêmement puissants de mise en place de stratégies RSE dans leur PME. Mais on a aussi identifié les financeurs et les donneurs d'ordre. Donc les financeurs, dans le cadre, par exemple, des partenaires banques et BPI, mais dans le cas des donneurs d'ordre, c'est aussi le cas, les clients, sans imposer,
on a souvent eu des réponses qui nous disaient nos clients sont demandeurs et c'est un facteur de différenciation auprès de nos donc, on est poussé à aller de plus en plus loin. Dans le cadre de la démarche carbone, dans un deuxième temps, on a étudié des facteurs un petit peu plus précis sur la mise en place de la stratégie bas carbone. Donc, on revoit de nouveau les mêmes, donc le donneur d'ordre public, par exemple, qui est un facteur très fort de la mise en place des stratégies bas carbone, et les concurrents aussi. Donc, plusieurs fois, on nous a dit on veut aller plus vite, voire on a une stratégie bas carbone et on la cache parce qu'on n'a pas envie que les détails arrivent dans les mains de nos concurrents. Donc, une façon de se différencier très forte vis-à-vis d'un marché potentiellement concurrentiel sur lequel la RSE et le carbone servent de facteurs différenciants. On a aussi, de manière, alors peut-être plus épisodique, mais c'est intéressant, les fonds d'investissement. Donc tout à l'heure sur les RSE, c'était l'environnement bancaire, mais dans le cadre des financements autres, on a aussi un intérêt fort vers des stratégies plus bas carbone et potentiellement résilientes. Et enfin, les collectivités. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes facteurs d'influence qui se rejoignent, mais je trouve que c'est intéressant de noter qu'en dehors, donc la recherche jusqu'ici avait beaucoup insisté sur le fait que les dirigeants étaient moteurs, qu'on voit une diversification des parties prenantes qui génèrent une prise, un déclenchement de stratégie, et qu'en dehors de déclencher une stratégie, ça déclenche souvent une mise en place approfondie puisque ça sert de facteur différenciant. Parfait, super. Alors là aussi, c'est intéressant. On a étudié comment ça se mettait en place en interne. On parle souvent dans les grandes entreprises des départements RSE, de la direction qui sont mis en place des départements. Et on se demandait comment ça pouvait prendre racine dans une PME où potentiellement les personnes sont multifonctions, n'ont pas forcément été formées et n'ont pas forcément les moyens de se permettre une personne à plein temps. Mais on a été relativement surpris de voir que, contrairement à ce qu'on pensait, il y a une forte intégration de la pratique en interne. Donc à la fois à travers la prise en main par les dirigeants, mais aussi souvent épaulé par un référent RSE et la DAF, donc une direction financière, enfin une direction administrative et financière qui est fortement impliquée. La mise en place, plusieurs fois, on nous a indiqué de salariés relais dans les différentes fonctions, par exemple en logistique ou en production, et un troisième cercle qui épaule, qui sont tous les groupements CCI, AFNOR, y compris l'ADEME en région et des consultants. Donc ça démontre quand même une intégration beaucoup plus importante que ce qu'on peut penser de l'extérieur, et aussi une intégration non seulement de la stratégie, mais de la comptabilité elle-même, puisqu'on a pu voir que la comptabilité carbone, après 1 ou 2 bilans, était internalisée pour pouvoir l'utiliser dans différents projets de prise de décision, que ce soit dans les bâtiments, les changements de logistique, l'éco-conception, aussi bien que les bilans carbone organisation. Ce qu'on a aussi vu, c'est l'intérêt des labels de tout type. Je n'ai pas mis la liste parce qu'il y en avait quand même un certain nombre, mais ça va du Global Compact qui est international à des labels type PME+, engagés, voire le label Lucie et d'autres. Et les labels, les certifications jouent un rôle très important dans les mécanismes de formalisation des stratégies et notamment du coup de mise en place d'une certaine comptabilité à travers des indicateurs de performance et de suivi que demandent la plupart des labels qui ensuite vont soit certifier, soit auditer, soit demandent des rapports de développement durable. Pour le Global Compact, il faut faire un rapport qui est ensuite mis en ligne.
Du coup, la formalisation se fait à travers ces demandes-là, multiples, et le progrès se mesure à travers les indicateurs souvent demandés par les multiples labels. Ça passe aussi par les ISO, donc l'ISO 14001 par exemple, qui est driver, ou le 26000, et les certifications bio ou Fairtrade, qui sont aussi très présentes dans les PME et sur lesquelles il y a aussi des indicateurs de performance voilà. Donc c'est un savant mélange de tous ces labels-là. J'ai souvent vu des PME qui me répondaient qu'ils avaient plusieurs labels, mais ça prouve que du coup, ils ont un rôle volontaire structurant dans le cadre de la mise en place d'une comptabilité qui permet le suivi des stratégies. Et puis la dernière chose que je voulais, sur laquelle je voulais insister en termes de comptabilité, et ensuite on verra comment ça se met en pratique, c'est la grande variété. Alors je sais, ça fait un peu petit, alors en tout cas moi je le vois relativement petit, j'en suis désolée, mais la relative variété de la complexité de la comptabilité carbone qu'on a pu voir. On part du bon sens, on le voit au tout début de la slide, vers un contrôle de gestion carbone qui va jusqu'à la mise en place de notes de frais carbone et en passant par des compteurs de mise en place de mesures carbone, notamment dans la logistique, voire on a une PME qui avait intégré les calculs carbone au logiciel de gestion qu'ils avaient mis en place. Donc, ça prouve qu'on peut voir des comptabilités relativement sophistiquées qui permettent de faire des choses très détaillées dans la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, sans forcément être une multinationale avec des gros moyens, puisque là, le cadre de la comptabilité intégrée s'est fait au moment de l'intégration du logiciel qui servait à la gestion, j'allais dire, classique financière. Ils ont demandé une piste carbone associée, ça a été réalisé et ça a été rendu possible, ce qui leur permet au quotidien de suivre aussi bien le financier que le carbone. Par contre, si on passe à la slide suivante, on va voir que la mesure est là, mais on voit une utilisation relativement peu stratégique, c'est-à-dire peu d'objectifs de réduction. Souvent des calculs qui sont faits ex post, donc on prend la décision de changer une chaudière, voire on se dit que si on investit, on va construire un bâtiment bas carbone, éco-conçu, et on réalise ensuite un bilan qui permet de justifier ou de valider les décisions qu'on a prises avant. On a aussi relativement peu d'intégration au quotidien, c'est-à-dire dans les prises de décision sur, par exemple, l'éco-conception ou la logistique. Les calculs sont peu présents, donc on se repose quand même relativement beaucoup sur ce que beaucoup m'ont dit appeler leur bon sens. Si on finit par l'utilisation en stratégie, voilà, on a des implémentations relativement similaires. Donc, on a beaucoup d'implémentations autour de la logistique décarbonée et pour aller avec des incitations au covoiturage, voire des réflexions sur des flottes électriques. J'en ai eu donc plusieurs, des réponses. Et la deuxième partie, c'est beaucoup sur les bâtiments, que ça soit dans le fonctionnement ou dans la construction ou la rénovation de bâtiments sur l'éco-durable. Donc, c'est les deux grands postes sur lesquels on a vu des actions développées de stratégies, mais pas forcément coordonnées avec des calculs avant, mais souvent coordonnées avec des calculs après. Voilà. Merci Delphine pour cette première partie. On va maintenant donner la parole à Tiffaine pour nous présenter les déterminants de la quantification et de l'action carbone au sein des PME françaises. Donc, n'hésitez pas pour la première partie à bien noter vos questions dans le chat. Tiffaine, je te donne la parole. Merci Jurietou. Bonjour à tous. Je vais maintenant passer à la partie de la présentation concernant les déterminants de la quantification et de l'action carbone au sein des PME françaises. Je ne sais pas si tu peux avancer les diapositives, Jurietou, s'il te plaît. Merci. Donc au préalable, j'aimerais simplement vous préciser les sigles que je vais utiliser dans la présentation. Donc vous retrouverez ACV pour analyse du cycle de vie, BC pour le bilan carbone, CDG pour contrôle de gestion, GES pour gaz à effet de serre,
PME, on l'a déjà vu, et puis EPP pour les parties prenantes. Le rapport 2018 du CESE, dont certains d'entre vous ont peut-être pris connaissance, mais pas seulement, dresse le constat suivant. D'une part, on possède relativement peu de connaissances sur le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre des PME en France. Et d'autre part, en raison de leur poids économique, et quel que soit leur champ d'activité ou leur taille, les PME ont et auront un rôle à jouer dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, partant de ce constat, nous avons focalisé dans ce projet notre attention sur les PME françaises pour essayer d'identifier précisément les verrous qui empêchent en amont la quantification des gaz à effet de serre et ensuite en aval la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre. Donc, il nous semblait important de pouvoir travailler sur ces deux axes-là. Et pour cela, nous avons réalisé une étude des PME françaises sous 3 angles différents et complémentaires. Alors, nous avons ici suivi une démarche en entonnoir. Donc, en bleu, je vous présenterai la première étude qui porte sur l'adoption d'une démarche de quantification des gaz à effet de serre auprès de l'ensemble des PME françaises. Ensuite, en vert, dans la deuxième étude, nous interrogeons les entreprises qui ont une sensibilité environnementale particulière préalable pour mettre en évidence les facteurs qui sont associés au choix du carbone comme mesure de la performance environnementale. Et puis, on étudie aussi les outils qui sont retenus, donc ici principalement les outils ACV et bilan carbone. Et enfin, en rose, dans un dernier temps, les entreprises qui étaient déjà entrées dans une démarche de formation, puisqu'elles avaient été formées au bilan carbone, ont été sondées pour connaître les freins à l'action en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et vous pouvez aussi observer sur cette diapositive le nombre d'entreprises qui ont participé à chacun de nos questionnaires. Donc, ça oscille entre 137 et 173. Donc, à peu près quasiment 200 entreprises pour la première étude. La problématique de cette première étude est dans quel contexte une démarche volontaire de quantification des gaz à effet de serre est-elle mise en place au sein des PME françaises? Donc, pour répondre à cette question, nous avons envoyé un questionnaire à un grand nombre d'entreprises et comme nous avions des difficultés à obtenir des réponses, nous avons aussi directement appelé certaines d'entre elles. L'âge moyen des entreprises qui nous ont répondu est de 28 ans, avec une taille moyenne de 68 salariés, et la grande majorité des entreprises évoluent dans le secteur B2B, puisqu'on a 72% de l'échantillon. L'ancienneté au sein de l'entreprise des répondants est de 13 années, et quasiment la majorité d'entre eux occupent une fonction de direction avec 41% des répondants. Alors, le tableau qui est présenté sur cette diapositive vous présente les 4 étapes du processus d'adoption d'une démarche de quantification des gaz à effet de serre. Donc, ce sont des étapes que nous avons identifiées et définies. Et donc, il faut lire de haut en bas, donc une adoption jamais envisagée vers une adoption effective. Donc, vous voyez ici, sans surprise, que 72% des entreprises ne quantifient pas leurs émissions de gaz à effet de serre et ne l'envisagent même pas. En point positif, on peut noter que 14% des entreprises ont mis en place une démarche de quantification de leurs gaz à effet de serre. Donc, ce dernier pourcentage est quand même assez proche de celui qui avait été mentionné par une étude de BPI France en 2018. Ça répond également à l'une des questions qui vient d'être posée dans le chat. Au milieu, vous observez une proportion non négligeable d'entreprises qui envisagent d'adopter une démarche de quantification des gaz à effet de serre avec près de 10%, ce qui pourrait au final, donc ici j'extrapole, amener le pourcentage total d'adoption effective à près de 25% si on fait la somme 10% et 14%. Ce tableau présente ensuite les 4 facteurs qui ont une influence positive sur la probabilité de mettre en place une quantification des émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, on a testé beaucoup de facteurs et ce sont les seuls, les 4 significatifs qui sont ressortis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que lorsqu'on contrôle pour d'autres facteurs, ce sont les 4 leviers principaux qu'il faut retenir comme conduisant à une quantification des gaz à effet de serre. Donc, on note le nombre moyen d'innovations en contrôle de gestion environnementale déjà mis en place au sein de l'entreprise,
Ensuite, on a le halo réglementaire perçu par les PME. Donc, elles ne sont pas directement la cible de réglementation. Mais ici, le paysage réglementaire environnement peut les inciter à mettre en place une démarche de quantification de façon volontaire. Ensuite, on a la perception d'opportunités liées aux conséquences physiques du changement climatique. Et enfin, l'implication de la direction. Alors, ce dernier résultat fait écho aux résultats qui ont été précédemment présentés par Delphine Gibassier dans la première partie de la présentation, sur l'implication de la direction qui semble être moteur. L'objectif de la deuxième étude est de répondre à 2 questions. Donc, premièrement, quels sont les domaines dans lesquels les PME françaises engagées en matière d'environnement déploient des outils de pilotage et de mesures environnementales? Et deuxièmement, comment les différents outils qui sont à disposition ont-ils été choisis? Le questionnaire a été envoyé à 872 entreprises et 137 ont répondu. L'ancienneté moyenne des répondants au sein de l'entreprise est de 11 années et les répondants occupent cette fois-ci majoritairement des fonctions en grande partie liées à l'environnement et à la qualité pour 44%. Donc ici, si vous observez les domaines choisis par les entreprises, il apparaît très clairement que les domaines déchets, eau et énergie sont les plus plébiscités par les entreprises. Donc ici, à gauche, vous avez un score d'utilisation qui pouvait aller jusqu'à 5. Hein, donc c'est étalé entre 0 et 5. Et vous voyez que les 3 domaines principaux, c'est déchets, eau et énergie. Le carbone a un score moyen d'utilisation de 2,5. Donc, il est un peu en retrait par rapport à ces 3 thèmes. Et puis, on observe la biodiversité comme étant un domaine encore très marginal comparativement aux autres. Ensuite, on a essayé d'identifier les facteurs qui conduisent les entreprises à se tourner vers le carbone comme domaine de mesure de leur performance environnementale. Donc ici, on a 2 facteurs principalement identifiés pour influencer le choix du carbone. Tout d'abord, la culture pro-environnementale de l'entreprise. Donc ça peut recouper ici le fait que les salariés soient incités à faire des suggestions en matière environnementale ou le rôle moteur de la direction. Et puis aussi les influences de partenaires extérieurs à l'entreprise, donc la société civile en général, les fournisseurs et les clients donneurs d'ordre. Donc il semble ici qu'on ait une dimension interne associée à une dimension externe. Ensuite, nous nous sommes focalisés sur l'utilisation d'outils spécifiques de contrôle de gestion environnementale. Donc ici, on a testé 3 types d'outils, l'ACV, le bilan carbone et puis des indicateurs étant définis de manière beaucoup plus large que l'ACV et le bilan carbone qui correspondent à des choses extrêmement normées. Donc de nouveau, vous avez un score d'utilisation compris entre 0 et 5 et les indicateurs sont davantage utilisés comparés aux outils spécifiques que sont l'ACV et le bilan carbone. Donc il semble que les PME françaises ici opposent d'une part les indicateurs qui sont réputés plus accessibles, notamment en termes de coût et de complexité, aux outils de suivi normalisés, plus onéreux a priori, mais qui sont également plus reconnus en général à l'externe. Nous analysons ensuite pour quelles raisons les entreprises de notre échantillon se tournent vers l'ACV et ou le bilan carbone. Donc ici, je ne traite pas des indicateurs. Ces résultats sont importants car même s'il ne s'agit pas de remettre en question la pertinence des outils que constituent les indicateurs, l'ACV est par exemple considérée comme la mesure organisationnelle volontaire la plus efficace pour promouvoir les innovations en matière environnementale. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces outils. Donc, comment est-ce qu'il faut lire le tableau? Il faut d'une part regarder le signe de l'influence, est-ce que c'est positif ou négatif, et d'autre part, la significativité statistique. Seuls les facteurs significatifs nous intéressent pour l'étude. Donc, parmi les facteurs, le nombre de certifications et de labellisations détenues n'est positivement associé qu'à l'un des 2 outils, l'ACV. Et ça fait écho à l'un des résultats que Delphine nous a proposé tout à l'heure en ce qui concerne l'influence notable des certifications et labellisations. À l'inverse, les diverses influences partenariales externes sont associées aux 2 outils. Donc, il semble qu'il s'agit d'une caractéristique forte qui favorise l'utilisation d'outils normalisés, probablement en raison de la reconnaissance et de la notoriété externe dont vont jouir ces outils vis-à-vis des parties prenantes externes. Ensuite, on passe aux 4 freins. Donc, les variables de frein sont associées à des coefficients négatifs, ce qui est attendu, ce qui est normal. Plus l'appréciation du frein est élevée de la part du répondant, moins l'entreprise est susceptible
d'utiliser l'outil en question. Donc, un seul frein est connu est commun aux deux outils, c'est le fait que l'instrument de mesure soit inconnu. Et ce résultat ou ce fait est assez surprenant ici, dans la mesure où on a interrogé des PME qui sont engagés sur le plan environnemental. Donc, on peut quand même s'étonner que les outils semblent inconnus. On a ensuite 3 freins spécifiques à l'un des deux outils. Donc, l'absence de demande de la part des parties prenantes et le fait que ce soit non prioritaire pour le bilan carbone, et le fait que l'entreprise utilise d'autres mesures concurrentes pour expliquer le fait que l'ACV ne soit pas utilisé au sein de l'entreprise. Voilà, et je passe maintenant à la dernière étude. Donc, après l'évaluation environnementale, le bilan carbone doit normalement comporter une partie où des actions de réduction sont préconisées. Or, ces dernières actions de réduction des gaz à effet de serre sont malheureusement jugées insuffisantes à l'heure actuelle. Donc, se pose la question de l'usage qui est fait par les PME des informations récoltées lors d'une quantification des gaz à effet de serre. Donc, pour comprendre les raisons de l'inaction chez les entreprises formées au carbone, nous avons ici interrogé les entreprises qui sont incluses dans la base de données que possède l'association Bilan Carbone. Donc, parmi les entreprises qui ont répondu, 61% des entreprises opèrent dans le secteur B2B. Et concernant les répondants, l'ancienneté moyenne au sein de l'entreprise est de 13 ans, avec 46% des répondants qui occupent un poste en lien avec la qualité, la sécurité et l'environnement. En termes de résultats, 47% des entreprises incluses dans l'échantillon ont des objectifs de réduction de leurs gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est de demander si cela était lié à la mise en place d'une quantification des gaz à effet de serre. Donc, on croise ces deux comportements. D'une part, la réalisation d'une quantification et d'autre part, la mise en place ou la définition d'objectifs de réduction dans le graphique que je vous propose sur cette diapositive. Le nombre d'entreprises qui ne quantifient pas les gaz à effet de serre, mais qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre est assez faible, puisque vous voyez ici que vous avez 10 entreprises seulement. Donc, cela rappelle ce que Delphine vous a expliqué tout à l'heure sur le fait que certaines entreprises mettaient en place des actions sans pour autant avoir procédé à une quantification préalable. À l'inverse, vous notez un nombre important d'entreprises qui quantifient leurs gaz à effet de serre, mais qui ne se fixent pas ensuite d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc là, on a 48 entreprises. Finalement, on a réalisé un test statistique qui montre quand même que les entreprises qui ont quantifié leurs gaz à effet de serre sont celles qui sont les plus à même ensuite de se fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Alors, la diapositive est déjà affichée. Nous avons ensuite identifié 9 domaines potentiels dans lesquels des actions de réduction de gaz à effet de serre pouvaient être décidées. Donc là, on a repris en partie la nomenclature de la méthodologie du bilan carbone. L'énergie arrive en tête des actions, des domaines dans lesquels les actions sont entreprises, tandis que vous observez sur la droite que l'utilisation alors non, là, c'était avant, pardon, la diapositive. Je ne sais pas si on peut. Voilà. Vous observez que l'utilisation et la fin de vie des produits et les procédés de fabrication sont les domaines qui sont les moins plébiscités par les PME qui ont été formées au bilan carbone lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des actions de réduction des gaz à effet de serre. Ensuite, nous avons recensé a priori, donc là, ce sont des éléments que nous avons proposés aux répondants. Nous avons recensé a priori 8 éléments qui peuvent freiner les entreprises dans la mise en place d'actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, le graphique vous présente le nombre d'entreprises ayant cité chacun des 8 freins qui figurent sur l'axe du bas. L'absence de réglementation contraignante est le premier frein cité. Donc, il y a 62 entreprises sur 150 qui ont mentionné ce frein comme expliquant le fait qu'il n'y ait pas d'action mise en place au sein de l'entreprise. Sur les 8 freins listés, seuls 5 sont significativement corrélés à l'inaction. La corrélation ici, ça fait référence au fait qu'il y a un lien statistique entre le fait de citer le frein et ensuite l'inaction. Donc, ces 5 freins significatifs sont l'absence de réglementation contraignante, le manque de temps, l'absence de budget spécifiquement dédié, l'absence de rentabilité à long terme et la non-identification d'actions de communication à destination des parties prenantes externes à l'entreprise.
Et enfin, donc c'est la dernière diapositive consacrée à cette étude, nous avons essayé d'expliquer le score d'inaction. Donc, quelles sont les variables qui sont associées ici à l'inaction au sein de la population. Donc, 4 facteurs sont significativement associés au niveau d'inaction en matière de réduction des gaz à effet de serre des entreprises. On note tout d'abord le frein réglementation et son signe positif sur la 3e ligne. Donc ici, ça veut dire que plus le frein obtient un score élevé, et donc perçu comme fort par le répondant, plus l'inaction au sein de l'entreprise est élevée. Et c'était aussi le frein cité le plus fréquemment par les entreprises. Donc ce résultat fait aussi écho au résultat de l'étude 1 que je vous ai montré, dans lequel le halo réglementaire environnement incitait les PME à quantifier leurs gaz à effet de serre. 3 coefficients sont ensuite négatifs, c'est-à-dire que plus les facteurs sont élevés et moins l'inaction est élevée. Donc dans ce cas, les entreprises mettent davantage d'actions de réduction de leurs gaz à effet de serre en place. Donc la fixation d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre est un des déterminants du lancement d'actions de réduction. C'est pour ça tout à l'heure aussi que j'en avais parlé. L'enchaînement, quantification, puis objectif de réduction, puis action de réduction, cependant ne semble pas tout à fait se dérouler complètement, puisque ce n'est pas présenté sur la diapositive, mais lorsqu'on teste la quantification des gaz à effet de serre, cela n'est pas significatif. Donc ici, c'est davantage la fixation d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre que la quantification elle-même qui conduit à la mise en œuvre d'actions de réduction. Ensuite, on a la perception d'opportunités liées au changement climatique, comme dans la première étude, qui semble jouer un rôle moteur et inciter les entreprises à l'action. Finalement, la culture pro-environnementale, prévalant au sein de l'entreprise, comme c'était déjà le cas dans les études 1 et 2, semble associée à l'action. Donc ça, je voudrais insister là-dessus, c'est quand même un facteur qui ressort de l'ensemble des 3 études quantitatives réalisées par questionnaire que je viens de vous présenter. Et je conclus avec cette diapositive sur laquelle je résume l'ensemble des résultats de manière littéraire. Donc je vais lire. Les PME françaises sont relativement peu nombreuses à mettre en œuvre une démarche volontaire de quantification de leurs gaz à effet de serre, bien qu'une partie non négligeable d'entre elles l'envisage pour l'avenir. Donc là, ça fait référence aux 14% que j'ai évoqués au début et aux 10% qui pourraient le mettre en place plus tard. Parmi les facteurs susceptibles d'expliquer l'adoption d'une telle démarche, on va noter l'utilisation d'outils de contrôle de gestion environnementale, le halo, c'est ce que nous on appelle le halo réglementaire environnant, la perception d'opportunités liées au changement climatique et l'engagement fort de la direction. Ensuite, les PME déjà engagées sur le plan environnemental se tournent prioritairement vers d'autres domaines, eau, énergie et déchets, que le carbone, et le choix du carbone est lié à la culture interne à l'entreprise qui serait favorable à l'environnement, mais aussi à la sensibilité à l'environnement des parties prenantes externes à l'entreprise. Donc, on a bien un axe interne-externe. Et puis ensuite, le choix d'outils normalisés est lié à la sensibilité à l'environnement des parties prenantes externes à l'entreprise. Et on note que l'utilisation de ces outils pâtit de leur déficit de notoriété, même si, encore une fois, j'ai souligné que ce résultat était un petit peu surprenant. Enfin, malgré le fait qu'une part importante des entreprises ayant participé à une formation au bilan carbone mettent ensuite en place une démarche de quantification, on constate une relative inaction en termes d'initiatives visant à réduire les gaz à effet de serre. Cette inaction est moindre lorsque des objectifs de réduction sont fixés, lorsque l'entreprise perçoit des opportunités liées au changement climatique et lorsqu'il existe une culture pro-environnementale forte au sein de l'entreprise. À l'inverse, il semble que l'absence de réglementation contraignante favorise l'inaction. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Tiffaine. Elodie Cartel, je suis lectureur à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, à Sydney, et je vais vous parler des business models bas carbone. Un des piliers d'une transition bas carbone réussie, c'est la participation active des entreprises. Pour les entreprises qui le souhaitent ou qui doivent réduire leur empreinte carbone, 2 approches sont possibles. La première est une approche par les technologies. L'entreprise a le choix entre mettre en œuvre de nouvelles technologies de production ou compenser ses émissions.
Cette première approche est à ce jour largement exploitée et fait appel aux différents métiers de l'ingénieur. Aujourd'hui, on va parler surtout d'une seconde approche qui fait appel au savoir-faire des managers de l'entreprise et qui, en revanche, a reçu beaucoup moins d'attention, c'est l'approche par les business models. L'intérêt d'une approche par les business models, c'est que l'avantage compétitif de l'entreprise est directement construit autour d'une empreinte carbone qui est faible. En couplant la performance économique de l'entreprise avec sa performance carbone, les business models bas carbone permettent de décarboner tout en supportant la compétitivité et la santé financière des entreprises qui les déploient. Donc, dans ce webinaire, je vous propose de répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'un business model bas carbone? Quel rôle peuvent jouer ces business models bas carbone dans les transitions bas carbone? Et comment concevoir des business models bas carbone? Avant de s'intéresser précisément à ce qu'est un business model bas carbone, je vous propose de clarifier la notion de business model elle-même. Un business model renvoie à la façon dont une entreprise crée, délivre et capture de la valeur sur un marché donné. L'entreprise crée de la valeur en faisant ce qu'on appelle une proposition de valeur à une clientèle cible. Cette proposition peut être par exemple de gagner du temps ou d'économiser de l'argent par rapport à d'autres offres concurrentes. Pour délivrer cette valeur sur le marché, l'entreprise met en œuvre un ensemble d'activités. Par exemple, l'assemblage d'un produit, le développement d'applications mobiles, la livraison du produit. Et cet ensemble d'activités, on l'appelle communément une chaîne de valeur. L'entreprise capture de la valeur grâce à son modèle de revenu et ensemble, ces 4 dimensions constituent ce qu'on appelle un business model. Un business model est dit bas carbone s'il crée un avantage compétitif pour la firme tout en minimisant l'empreinte carbone de l'offre. Dans un business model bas carbone, l'une des 4 dimensions du business model que nous venons de voir est construite de telle sorte qu'elle minimise l'empreinte carbone de l'offre par rapport aux offres existantes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Pour développer un business model bas carbone, l'entreprise peut agir principalement sur 3 dimensions du business model: la cible, la proposition de valeur et la chaîne de valeur. Agir sur ces 3 dimensions aura in fine des répercussions sur le modèle de revenu, mais agir sur le modèle de revenu lui-même, en général, n'a pas vraiment de répercussions sur l'empreinte carbone. C'est pour ça que dans cette présentation, nous allons considérer les 3 dimensions suivantes: la cible, la proposition de valeur et la chaîne de valeur. Agir sur la cible veut dire réduire l'empreinte carbone liée à l'usage de l'offre. Dans ce type de business model, c'est le comportement des usagers qui devient bas carbone. Par exemple, une entreprise d'autopartage invite ses clients à ne pas posséder de voiture et donc à transformer leur comportement de déplacement. Les clients d'une entreprise d'autopartage développent des habitudes de déplacement différentes des usagers de voitures individuelles, comme par exemple combiner plusieurs voyages pour réduire le nombre de trajets. Dans la catégorie agir sur la cible, on place 3 types de business models qui deviennent relativement connus, qui sont relativement bien étudiés. Les business models dits de la fonctionnalité, qui invitent à utiliser sans posséder. Les business models de la suffisance, qui invitent à acheter de seconde main plutôt que neuf, comme les plateformes en ligne de type eBay ou leurs ancêtres, les marchés aux puces. Et les business models du partage, qui invitent à maximiser l'usage de ressources existantes plutôt que d'en créer de nouvelles. Agir sur la proposition de valeur veut dire que l'entreprise propose une valeur bas carbone aux clients. En général, il s'agit d'une substitution à une offre traditionnelle. Par exemple, une entreprise qui développe un béton de chanvre sobre en carbone propose à son client la même valeur que le béton en y ajoutant une valeur carbone. Curieusement, les études montrent que lorsqu'une entreprise développe ce type de proposition de valeur, la valeur perçue par le client est inférieure à celle de l'offre de référence. Si on prend par exemple le véhicule électrique qui supposément remplit les mêmes fonctions qu'un véhicule thermique, on ajoute normalement une valeur bas carbone au véhicule thermique. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. La valeur perçue du véhicule électrique est inférieure à celle du véhicule thermique si on considère un usage de référence qui est celui du véhicule individuel, c'est-à-dire qu'avec un véhicule électrique, la batterie va être utilisée beaucoup plus rapidement, on ne peut pas prendre l'autoroute de la même façon. Donc en fait,
on ne réalise pas les mêmes usages qu'avec la voiture individuelle thermique classique. Et donc pour compenser cet effet psychologique, les business models qui proposent une valeur bas carbone y associent souvent une valeur additionnelle comme dépenser moins d'argent ou gagner du temps. Par exemple, les véhicules électriques destinés aux particuliers sont souvent haut de gamme, comme les véhicules développés par Tesla, et proposent une valeur qui est celle de l'évaluation sociale. Ce sont des modèles qui jouent sur l'ego. Au contraire, les véhicules électriques moyenne gamme sont souvent mis à disposition sous forme de flotte de véhicules partagés, dans lesquels les problèmes de maintenance ne se posent pas, ce qui augmente la valeur pratique pour le client. Agir sur la chaîne de valeur veut dire réduire l'empreinte carbone liée à la production d'une offre en comparaison avec une offre de référence. Par exemple, l'empreinte carbone de la production de pesticides est élevée. On parle souvent de l'usage des pesticides qui a une forte empreinte carbone. La production de pesticides a également une empreinte carbone qui est élevée. Donc une entreprise qui vend des coccinelles et propose la même valeur qu'une entreprise de pesticides, c'est-à-dire l'élimination des pucerons. Par contre, élever des coccinelles est sobre en carbone, alors que produire des intrants anti-pucerons est intensif en CO2. Donc en schématisant, on peut distinguer deux façons d'agir sur la chaîne de valeur, par substitution et par imitation. Donc soit en proposant des offres de substitution dont la production est sobre en carbone, c'est le cas de notre coccinelle, soit en développant une offre qui est identique mais produite différemment. Prenons par exemple une commodité de consommation courante comme l'électricité. Que l'électron soit issu d'une production renouvelable ou du charbon, il est exactement le même. Par contre, son contenu carbone n'est pas le même. Pour conclure, revenons sur cette dichotomie entre l'approche par les technologies bas carbone et l'approche par les business models bas carbone. Ce qu'on voit, c'est que les business models bas carbone sont souvent, pas toujours, mais souvent, associés à une innovation technologique. Donc, en fait, ces approches ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives, au contraire, elles sont à travailler ensemble. Nous nous sommes intéressés au business model bas carbone de façon individuelle, de façon étanche, mais alors quel rôle peuvent jouer ces business models dans une transition bas carbone? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de nous intéresser au secteur des transports comme terrain d'étude, parce qu'en fait, c'est le secteur le plus émetteur en France, d'après une étude de 2019 du Commissariat général du développement durable. Et de fait, c'est un secteur qui est particulièrement actif dans la transition bas carbone du secteur des transports en France. Ce qu'on constate à l'issue de notre analyse, c'est que le secteur des transports est marqué actuellement par une forte proportion des business models dits du partage. Partage de véhicules, partage de trajets, partage de vélos. Et cela s'explique par le succès récent de plateformes de pair à pair qu'on connaît. Par contre, on peut s'attendre à une diminution du nombre de PME proposant ce type de solution dans les années à venir. Et ça, c'est parce que la performance économique des entreprises mettant en œuvre ce type de business model du partage dépend de la taille du réseau d'acteurs qu'elles sont parvenues à mobiliser. Donc on peut s'attendre à une concentration des acteurs de ce secteur par des opérations de rachat, et d'ailleurs on voit des acteurs internationaux racheter les PME françaises. Donc on a en fait un secteur des transports qui est en train de changer du fait de l'introduction de ces nouveaux business models. On constate que les business models dans le secteur des transports sont plutôt conçus à destination des zones urbaines où la mobilité est déjà facilitée. 50% des business models bas carbone dans ce secteur sont conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des urbains, contre seulement 5% qui sont conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des ruraux. Donc on montre qu'il y a dans la conception des business models un certain nombre de potentielles exclusions qui peuvent se réaliser, et c'est notamment lié au fait que les marchés sont plus dynamiques sur certains segments des populations, et c'est normal. Donc une approche par les business models va avoir tendance à renforcer des inégalités économiques qui sont existantes. Nos résultats ont tendance également à suggérer que les business models sont plutôt conçus à destination des CSP+, et potentiellement excluants pour les personnes fragiles. Donc ce sont des effets qu'il faut avoir en tête pour être certain de mener des transitions inclusives.
En termes de choix opérés sur la proposition de valeur, à l'heure actuelle, les PME semblent plutôt faire le pari que les usagers ne sont pas intéressés en premier lieu par la valeur environnementale ou la valeur bas carbone. Et je trouve assez surprenant de constater que dans 46% des cas, la proposition de valeur environnementale n'est même pas évoquée. Les propositions de valeur principales sont la dimension pratique et la valeur économique. C'est par exemple le cas dans, à nouveau, les business models de l'autopartage, pour lesquels la dimension environnementale n'est même pas évoquée, et les dimensions évoquées sont la flexibilité que propose ce modèle et l'économie d'argent par rapport à posséder une voiture individuelle. Considérons maintenant la chaîne de valeur des transports de personnes comme étant composée de 3 étapes: la conception, la distribution et l'usage de solutions de transport. Les business models bas carbone se placent surtout en aval de cette chaîne de valeur, avec 57% des business models bas carbone qui sont développés au niveau de l'usage. Et à nouveau, ce chiffre est à mettre en relation avec l'essor des business models du partage que l'on connaît actuellement. Mais au juste, comment sont conçus les business models bas carbone? Dans les 2 parties qui précèdent, nous avons insisté sur l'intérêt d'une approche par les business models pour mener des transitions bas carbone. Mais en vérité, on sait peu de choses sur la façon dont sont conçus ces business models bas carbone. Donc comment provoquer cette conception et comment provoquer des transitions bas carbone. Dans cette dernière section, nous présentons des résultats et des éléments de réponse sur la base d'une étude de cas qualitative que nous avons réalisée. Donc voilà ce qu'on sait déjà sur le processus de conception d'un business model. Donc la théorie nous dit que le processus de conception d'un business model, en général, comprend 4 étapes. Une première étape dite d'initiation, durant laquelle une transformation est faite sur l'une des 4 dimensions du business model. Durant la deuxième étape, les autres dimensions du business model sont ajustées et mises en cohérence avec la dimension qui a changé, ça s'appelle le couplage. Ensuite, il faut réorganiser la chaîne de valeur réelle de l'industrie, et donc réorganiser physiquement un réseau d'acteurs qui va fonctionner en routine pour délivrer la nouvelle valeur proposée par le business model. Et enfin, lorsque le business model fonctionne bien, il est prêt à se diffuser, c'est-à-dire à être adopté dans d'autres entreprises. Et ça, c'est un processus qu'on peut beaucoup moins contrôler que les premiers processus qui nécessitent beaucoup d'agences et pour lesquels les gens peuvent travailler et peuvent avoir une incidence. Donc, nous connaissons ces étapes, mais la question qu'on se pose maintenant, c'est comment les PME gèrent-elles ce processus? En vérité, on ne peut pas mettre en place, pour gérer un processus d'innovation de business model, on ne peut pas s'appuyer nécessairement sur les processus d'innovation, les systèmes de gestion de l'innovation qu'on connaît, comme l'open innovation, comme l'innovation réglée, l'innovation de rupture. Enfin, en fait, on a beaucoup de façons de manager l'innovation, de gérer l'innovation, et qui ne s'adaptent pas nécessairement à la conception de business model innovant, et particulièrement pas aux PME. Donc comment font les PME? C'est la question à laquelle nous avons essayé de répondre dans cette étude. Donc à nouveau, nous avons réalisé une étude de cas qualitative dont je vais vous présenter les résultats. Ça nous a permis de façon inductive de distiller certains concepts et de présenter un modèle. Mais bien sûr, ces concepts devraient être testés rétrospectivement de façon quantitative pour s'assurer qu'ils marchent effectivement dans beaucoup de cas. À ce stade, on peut seulement dire que ça a fonctionné dans un cas. C'est le principe de la recherche qualitative. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises peuvent choisir d'organiser des expérimentations pour gérer le processus de conception que nous venons de décrire. Et nous mettons en évidence 2 dimensions clés dans le cadrage de ces expérimentations, dans le design de ces expérimentations. Et ces 2 dimensions sont le niveau de planification et le niveau de participation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette matrice, nous regardons comment les 2 dimensions identifiées se combinent pour créer des conditions propices au processus de conception de business model que nous avons présenté en introduction. Donc notre étude de cas suggère que des expérimentations qui sont relativement spontanées, donc qui ont un niveau de planification faible,
et qui se font localement, sans concertation avec des acteurs extérieurs, donc avec un niveau de participation restreint, se prêtent particulièrement à la première phase du processus de conception, qui est l'initiation, et par exemple au test d'une proposition de valeur innovante. Lorsqu'une première expérimentation spontanée fait surgir une proposition de valeur intéressante, l'entreprise peut décider de planifier en interne une seconde expérimentation pour tester différents couplages possibles entre les dimensions du nouveau business model. Et ça a lieu à nouveau avec un niveau de planification qui est fort, mais un niveau de participation qui reste faible. Si cette deuxième expérimentation est concluante, l'entreprise peut planifier une expérimentation à plus grande échelle avec ses partenaires, ce qui aura pour effet de réorganiser la chaîne de valeur physique réelle de l'offre. Et enfin, si ce nouveau business model s'avère profitable, d'autres entreprises pourront l'imiter dans un processus qui sera à participation beaucoup plus large, mais à un niveau de planification qui restera relativement faible parce que personne n'a réellement les capacités de gérer et de coordonner ce type de processus de diffusion. En conclusion, l'approche des transitions bas carbone par les business models semble prometteuse. Mais alors, si elle est prometteuse, pourquoi est-ce que cette approche a-t-elle été négligée jusqu'à présent comme outil de transition? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il est en vérité difficile de mesurer l'empreinte carbone d'un business model avec les outils existants. Et enfin, si cette approche est prometteuse, elle présente le même type de risque qu'une approche par les technologies lorsqu'elle est prescriptive, c'est-à-dire de la même façon que l'on peut créer des trajectoires technologiques dont on a du mal à sortir, on va potentiellement créer des trajectoires de business model dont il est difficile de sortir et ça a des influences importantes pour notre tissu économique. Ça se passe déjà en ce moment avec les business models du partage de type plateforme, donc il faut rester vigilant à ce type d'approche et bien penser à les combiner à des approches de type technologique. Merci beaucoup pour votre attention. Du coup, on peut peut-être passer aux questions, Quentin, si tu souhaites. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je reprends la chose un peu à la volée. Pour ce qui est des questions, j'en ai isolé quelques-unes qui je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Peut-être une première question de Didier Méritel qui demandait si la réglementation carbone va-t-elle évoluer prochainement pour les PME. Delphine, si tu souhaites. Alors, je suis pas dans le secret des dieux, mais par contre, je voulais apporter un éclairage sur les propositions qu'on a pu faire à l'ADEME qui sont dans le rapport final qui est confidentiel qu'on leur avait transmis. L'objectif qu'on avait dans ces recommandations, c'était pas forcément de parler de réglementation, mais parler d'accompagner et surtout de réaliser des changements système. Quand on parle de système, c'est-à-dire il faut appuyer sur un certain nombre de leviers qui vont permettre d'accompagner un changement systémique et non pas un changement sur une partie du système. Donc, une des propositions qu'on avait fait, c'est un petit peu comme les territoires zéro chômeur. On avait pensé à une proposition qui serait un territoire zéro carbone. Et l'objectif, c'était de créer une dynamique avec tous les acteurs d'un territoire en sachant que les PME sont souvent très bien intégrées au niveau local. Et ça nous avait été inspiré par les résultats sur lesquels on avait vu que les approches multisecteurs dans une zone d'activité liée à la ville et liée aux acteurs locaux marchaient relativement bien. Voilà. Après, vous avez sans doute pu voir, on en a parlé, le rapport du CESE de 2018 sur lequel on avait, moi j'avais été interrogée et on avait notamment parlé des problèmes de formation. Alors moi j'avais parlé des problèmes de formation au niveau des experts comptables qui sont des parties prenantes des PME, mais on parle aussi des problèmes de formation au niveau des banquiers, des avocats et des formations de personnes qui vont dans les PME. Hein. Si on parle de DUT, BTS, licence, aujourd'hui on est peu formé ou pas du tout, ou bachelor d'ailleurs, à ces problématiques-là aujourd'hui. Et en tant que chercheur et enseignant, ça fait partie de nos axes potentiels sur lesquels on peut continuer à appuyer pour accompagner les PME.
Et je finirai sur la réglementation pour dire que de plus en plus, on voit les réglementations baisser en termes de nombre d'employés. Donc, on voit des choses qui sont descendues à 500. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on parle de loi sur pas carbone, mais sur le côté RSE, reporting RSE, qui pourrait descendre jusqu'à 250. Donc, on est très, très proche des PME. Et ça reprend la discussion qu'on a eue sur le halo réglementaire, c'est-à-dire que les PME, même si souvent pas forcément directement dans le schéma d'une réglementation, sont dans le halo d'une réglementation parce que leurs donneurs d'ordre ou leurs partenaires y sont, et donc se sentent concernés ou se voient les choses leur arriver par des moyens indirects. Et plus ça va descendre, et plus ça va être du coup un schéma le halo réglementaire qui va les impacter. Oui, tout à fait. À ça, je rajouterais, on va dire, que en imaginant même que les PME ne soient pas directement soumises aux réglementations, parce que trop petites, parce que trop fragiles peut-être pour qu'il y ait vraiment des choses qui se mettent directement sur leurs épaules. Comment? Il faut s'attendre à ce que, comme les obligations vont être de plus en plus fortes chez les grandes entreprises, qui sont souvent les clients de ces PME, il y ait une remontée d'exigence, on va dire, pour les PME. Et donc, même si la réglementation en elle-même n'est pas forcément présente, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des effets dans les prochaines années sur cette question-là. Une question suivante pour Delphine, justement, si tu peux enchaîner, que je trouve assez intéressante, d'Alexandre Sévenet, qui nous demande: est-ce que le bilan carbone est fait avant, après ou en même temps que la démarche RSE, peut-être plus classique, plus générale, au sein des PME? Alors, c'est une question intéressante, je l'avais vue, donc je réfléchissais à la réponse que je pouvais y apporter, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Généralement, les entreprises engagées le sont déjà sur la RSE avant de l'être sur le bilan carbone, mais je trouve que ma généralisation est peut-être pas totalement vraie, parce qu'on a aussi vu que parce que le bilan carbone a existé en France, ça a généré des débuts de prise de conscience à travers le carbone, qui se sont ensuite généralisés sur la RSE. Donc c'est assez difficile de dire lequel a été préempté par l'autre, notamment parce qu'on a aussi discuté avec des PME engagées pour pouvoir avoir des informations sur le comment. Du coup, des PME qui avaient souvent un historique sur le sujet, et qui ensuite nous disaient qu'elles avaient, dès que le bilan carbone s'était manifesté auprès d'elles par une voie ou par une autre, s'en étaient saisies parce que c'était aussi quelque chose qu'ils souhaitaient avoir en termes de mesures. Super, merci Delphine. La question suivante de Nicolas Sena, qui nous demande si, dans une stratégie bas carbone, est-ce qu'il y a, on va dire, une part mobilité significative? Alors, mobilité dans le sens application des stratégies sur la mobilité, je suppose, ou en Alors, tout cas, c'est je comme ça pense que que je c'est ça, oui. l'interprète. En fait, on en a un petit peu parlé dans la première partie sur le fait que c'était la logistique qui était une des parties les plus évoquées, et notamment à travers ça, la mobilité des personnes vers leur lieu de travail. On a parlé de covoiturage, mais aussi la mobilité notamment des commerciaux et des personnels à travers les flottes électriques. Donc oui, ça fait partie des choses qui ont été évoquées, et dans le cadre où on a aussi eu des PME qui avaient une logistique complexe, le vélo et le vélo électrique et tout type de passage au vélo avaient été envisagés et mis en place d'ailleurs. Merci. Une question d'Émeric Cléry, qui nous demande, j'ai envie de dire assez précisément, est-ce qu'on connaît la part des PME ayant entrepris une démarche de comptabilité carbone de ces activités? Alors, de ces activités, il y avait une réponse qui avait été apportée par le premier questionnaire. Du coup, je sais que Tiffen est encore là, mais je vais juste répondre pour... J'ai vu que tu avais mis ensuite une deuxième question sur le coût. Alors, dans le premier questionnaire, on a envoyé à
tout type de PME. On avait une base de données et on a lancé un petit peu, l'objectif c'était de comprendre, on a parlé de 4 millions de PME, on n'a pas envoyé à 4 millions, mais en tout cas on a vraiment non ciblé les PME qu'on voulait avoir pour pouvoir avoir ce ressenti. Donc il y avait 14% qui avaient mis en place, généralement sur le périmètre organisation, mais aussi périmètre projet, c'est-à-dire par exemple sur des mises en place de bâtiments. J'espère que je réponds bien à la question. Et il y avait une question sur le coût d'acquisition des données. Alors ça, on n'a pas on n'a pas ce type de réponse. Une des réponses que je peux apporter par rapport aux questionnaires et aux entretiens qu'on a eus, c'est que souvent les premières ébauches d'un bilan carbone se sont faites de manière coordonnée avec des partenaires externes du type CCI ou même aide d'ADEME régionale. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu sans doute un coût partagé. Donc, c'est pas toujours le cas, hein, mais on peut voir quand même que dans le cadre d'un début, c'est comme ça, et souvent c'est internalisé. Ça veut dire que le coût d'acquisition ne doit pas sembler trop important aux yeux des PME, quand il y a un passage, c'est souvent des choses qui sont répétées et qui sont internalisées par des gens, soit des responsables RSE qui ont été formés, soit des responsables qualité, sécurité, environnement. Très bien, merci. Les questions suivantes, et je vais les prendre à deux parce que je pense qu'elles se recoupent, vont t'intéresser presque directement, j'ai envie de dire. Ça fait beaucoup écho à ton activité on va dire, au jour le jour. Une question d'Alexandre Sévenet qui nous demande quel est le lien qu'on peut faire entre, j'imagine, la comptabilité gaz à effet de serre et les écritures comptables réglementaires, et qui, je trouve, est complétée par une question de Sophie qui nous dit envisage-t-on d'aller plus loin avec une comptabilité en triple capital? Delphine, juste pour te dire, il nous reste une dizaine de minutes, donc vas-y. Alors, pour ces questions-là, donc on a parlé d'une entreprise qui s'était saisie de l'occasion de mettre en place son système de contrôle de gestion, assez classique en place pour pouvoir accéder à ces données carbone. Donc, ils n'ont pas monétisé le carbone, ils ont saisi l'occasion d'avoir des tuyaux de système d'information qui pouvaient manipuler en amont, puisque c'était une mise en place, pour pouvoir se saisir et avoir les données carbone en même temps. Donc, il y a eu des liens de fait entre les sources de données disponibles et ce qu'ils pouvaient envisager d'avoir pour calculer un coût carbone de leurs produits, entre guillemets, mais pas une intégration bilan compte de résultats dans ce cas-là. C'est vrai que c'est une demande qu'on a de plus en plus. On parle de comptabilité triple capital beaucoup en France. Je me méfie un petit peu de ce terme-là et de la mise en place que ça peut être. Pour faire très simple, il y a énormément de modèles qui touchent au compte de résultats aujourd'hui. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est souvent des modèles qui sont anglo-saxons, développés par les grandes entreprises comptables. Je vais en citer un. True Value, c'est le modèle de KPMG. Ou vous pouvez aussi, si vous regardez les modèles français, regarder le modèle de Kering qui s'attaque à son profit en calculant un coût du capital naturel tous les ans depuis une dizaine d'années. Ces modèles-là ne font pas une intégration bilan compte de résultats, mais approchent des externalités qui sont monétisées. Et ça se fait pas aujourd'hui. En tout cas, je connais pas d'entreprise de petite taille qui l'aurait fait, en tout cas que ça soit public. Aujourd'hui, ce type de comptabilité, on n'a pas un chiffre exact, mais en tout cas, dans les présentations que j'ai pu voir, il y aurait environ 300 entreprises au monde qui l'auraient déjà fait, ce qui est quand même un point important puisque en si peu de temps, ça représente quand même un certain nombre de grandes entreprises en tout cas. Des comptabilités vraiment, ce que j'appelle intégrées au bilan et compte de résultats, il n'y en a quasi pas. Celle qui est sans doute la plus aboutie, c'est l'entreprise Olam, qui est une entreprise singapourienne. Vous pouvez aller voir sur leur site et sur leur rapport annuel. Ils ont une équipe dédiée qui a créé un système de comptabilité intégré au bilan aussi bien au compte de résultats et qui a été testé sur 3 business units mondiales.
de taille importante. C'est les seuls qui ont aujourd'hui quelque chose qui fonctionne au quotidien chez eux. Malheureusement, leur méthodologie n'est pas publique. Nous, je vais finir sur ce point-là pour dire qu'à Audencia, dans l'institution dans laquelle je suis à Nantes, on a une chaire qui ouvre sur le sujet et qui travaillera sur la comptabilité intégrée. On travaillera avec à peu près 5 PME pour voir comment on peut transposer ce genre de dispositif relativement complexe au premier abord à des PME pour les aider à prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas qu'un acte de reporting, surtout pas. Ça doit avant tout être un outil qui doit permettre de prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Très bien, merci beaucoup Delphine. Peut-être que tu veux réagir à ce que nous dit Jean-Luc Dauté, qui nous parle que l'outillage de la stratégie bas carbone, stratégie RSE est à distinguer des données comptables extra-financières, et qui nous demande comment est-ce que cette distinction est finalement prise en compte dans l'étude. Et puis ensuite, je conclurai avec la remarque de Didier Méritel sur l'évolution des systèmes de compensation carbone. Alors, je pense que du coup, c'est une question qui est assez liée. Nous, on n'a pas du tout parlé de comptabilité conventionnelle dans le sens financier, je suppose, avec les PME. Les questions qu'on posait étaient relativement générales. On a surtout posé la question de la stratégie et ensuite de la comptabilité des indicateurs. Et quand on est sur des cas et qu'on est sur place, on a la possibilité d'obtenir des documents et de voir de plus près comment ça fonctionne. Sur un des cas, on a une personne qui est restée avec les équipes plusieurs semaines. À aucun moment on aborde la comptabilité conventionnelle comme vous l'appelez, sauf si ça vient d'eux. Parce que généralement, en fait, c'est assez rarement lié, ou c'est lié parce qu'on a investi dans un système ou fait des investissements et on peut nous dire on a dépensé tant pour une machine ou une chaudière voilà, c'est dans ces aspects-là qu'on a pu avoir des liens. Mais c'est vrai que le lien, comme on le voit quand on parle de comptabilité en triple capital qui sous-entend souvent des modèles intégrés, ça reste marginal et moi, je travaille depuis plus de 10 ans sur la comptabilité du développement durable et les liens restent ténus et commencent à se faire de manière un peu plus intense depuis quelques années, notamment à travers les directions financières des multinationales qui demandent des choses. Moi, je reste très prudente. On reste sur, comme Patrick de Cambourg peut le dire dans son rapport, sur deux jambes, une jambe qui est financière, une jambe qui est non financière. Et les liens qui existent, il y en a de nombreux, ne sont pas stables et pas complets aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Delphine pour tous ces éléments. Sur les aspects de compensation carbone, je me contenterai de dire que c'est quelque chose qui n'a pas été, on va dire, directement traité ici, puisqu'on ne parlait pas beaucoup de compensation, on parlait plutôt au contraire de plan d'action de réduction. Ça, je vous renvoie à beaucoup d'éléments de la médiathèque de l'ABC qui traitent justement de ces questions et de la différence entre les deux et de l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Bref, je ne vais pas rentrer dans un débat sur la compensation carbone ici. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, en tout cas, ce qui se passe au niveau de la compensation carbone bouge beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de labels qui se développent, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Mais pour moi, quand on parle de compensation carbone, on parle pas de stratégie. Voilà. Donc, comme ici, on est sur un programme de recherche sur de la stratégie carbone des PME, pour moi, la compensation carbone est vraiment à part et je pense que c'est pas la peine d'épiloguer dessus. Sur ce, eh bien, je souhaite conclure ce webinaire, bon, autant que possible, puisque je récupère un petit peu les choses suite à un petit problème technique et on s'en excuse. Merci beaucoup à tous nos intervenants, merci beaucoup évidemment à tous les chercheuses, à toutes les chercheuses avec qui nous avons pu travailler pendant pendant les 3 ans du projet, et puis bon, un petit peu plus, et puis avec lesquels nous allons continuer de collaborer de toute façon, puisqu'on s'intéresse à peu près au même sujet. Ce webinaire sera disponible en replay dans un délai tout à fait raisonnable, que ce soit sur notre plateforme YouTube. Nous allons vous envoyer aussi les supports de présentation dès que possible.
Normalement, nous avons répondu à toutes les questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse méthodologie@associationbilancarbone.fr. Nous essaierons de vous y répondre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Encore merci aux intervenants et à très bientôt. Au revoir.